Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, entrez vite, il y a des places. Oui, il y a des places. Merci à toutes et à tous d'être ici pour cette petite présentation de 30 minutes où on va vous présenter le projet CyberPeace Miners. On a menti, c'est pas juste une introduction à la cybersécurité, parce qu'on va parler un peu de pourquoi on a fait ça et de comment on l'a fait. On va vous montrer quelques éléments de cybersécurité qu'on a fait dans le jeu. Mais il faudra après creuser par vous-même pour découvrir les autres niveaux. Je travaille, et Noah travaillait au CyberPeace Institute. C'est une organisation non gouvernementale basée à Genève qui veut sauver les gens sur les internets. Pour ça, on a 4 axes principaux. Le premier, c'est la protection des ONG. Donc on est petit et on existe depuis pas très longtemps. Mais on veut aider les ONG pour qu'elles puissent travailler sur le terrain et aider des millions, milliards de personnes. Pour ça, on se base sur un réseau de bénévoles qui viennent du privé, qui apportent leur expertise pour les aider directement. On a une partie traçage des cyberattaques, donc une partie analyse de ce qui se passe avec des données de différents partenaires. Une partie promouvoir une meilleure gouvernance numérique. Donc on a des gens qui vont discuter dans les groupes de travaux, vous choisirez. Des Nations Unies, par exemple, pour essayer de faire avancer le schmilblick sur ces choses-là. Et analyse des technologies de rupture. C'était pour ne pas placer disruptif, parce qu'on entend beaucoup, ça fait un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est nous. Donc il y a Noah, je te laisse te présenter. Je suis Noah, j'ai eu l'occasion de faire 1 an de stage au sein du CyberPeace Institute, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour présenter des projets que j'ai faits. Et actuellement, je suis en école d'informatique à l'EPIA, à Genève, pour faire de la cybersécurité. Et moi, Siegfried, donc je suis à l'Institut depuis 3 ans et demi maintenant en tant que développeur. On a une grosse croissance de développeurs cette année. On a fait plus 50% parce qu'on est passé de 2 à 3. C'est assez incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de choses à construire. Ouais, merci. On a beaucoup de choses à construire et on a plein d'opportunités d'accompagner des petits stagiaires qui sont là pour nous aider. Et donc ce projet, vous pourrez aller voir le site miners.cyberpeaceinstitute.org. C'est très long comme nom de domaine. On aurait pu mettre un QR code pour pouvoir faire une faille de sécurité et vous envoyer sur un truc piégé, mais on s'est dit qu'on allait être gentil. Donc Noah a fait son stage chez nous pendant 1 an, principalement dans le support et la cybersécurité. Et puis on s'était dit, c'est cool, mais tu vas pas faire que ça. Il faut t'occuper un petit peu plus. Et donc, Noah jouait à Minecraft. Il m'a permis de me remettre à jouer à Minecraft. Et donc, l'idée est venue de faire des petits jeux, des petits niveaux pour expliquer des concepts de cybersécurité dans Minecraft. Donc, nous avons fait donc une map, c'est une carte Minecraft dans laquelle on peut jouer, il suffit juste de la télécharger. Et donc, dans cette carte, nous avons 6 niveaux. 3 niveaux qui sont sur des facteurs de protection, comment est-ce qu'on peut se protéger des cyberattaques, et 3 niveaux qui font faire de la simulation de cyberattaques ou comment les repérer. Donc, nous avons par exemple un niveau sur tout ce qui est mots de passe, la force des mots de passe, à travers, on va tenter de faire une attaque à force brute. Nous avons aussi un niveau qui parle de l'authentification à 2 facteurs, ainsi que nous avons également un VPN, je pense que beaucoup de gens connaissent ici. Et puis, dans les niveaux d'attaque, nous avons une situation face à un ransomware. Nous avons aussi, et c'est un niveau que je vais vous présenter, comment détecter des mails de phishing, dont on va donner des indices pour pouvoir les détecter. Et enfin, nous allons être victimes et à la fois spectateurs d'une attaque DDoS pour comprendre comment ça marche. Donc, mais avant tout ça, on va juste faire un petit récap parce que tout le monde n'est pas expert dans Minecraft, je pense, dans cette salle. Qui a joué à Minecraft, pardon? Ah oui.
Okay. Ouais, il y a beaucoup de monde, Super. on va faire un petit rappel. Donc les blocs de Minecraft, donc pour faire tout ce qui est mécanisme dans Minecraft, on va faire ce qu'on appelle de la redstone. Donc la redstone, ça vient d'un minerai de redstone qui est joli, là, qu'on voit bien, qui va nous donner de la poudre de redstone. Et cette poudre, en fait, c'est un peu, c'est que des fils qu'on va pouvoir connecter à des machines et puis faire que ces machines marchent. Et cette poudre va aussi nous permettre de faire ce qu'on appelle des répéteurs, ce qu'on voit en bas à gauche. En fait, quand on va donner une impulsion dans Minecraft, ça va s'affaiblir. Et donc les répéteurs, ça va permettre de redonner une impulsion, mais également ça va permettre de faire un timer qui va pouvoir nous permettre de retarder l'activation d'un signal. Et pour finir, nous avons le comparateur qui va permettre de comparer de puissance. On pourrait voir un peu le comparateur comme une porte logique en informatique. Voilà. Nous avons aussi l'entonnoir qui est bien pratique. L'entonnoir sert à faire transiter des objets d'un point A vers un point B, tout simplement. Les pistons, c'est très drôle. Ça permet de bouger des blocs automatiquement. Donc tu as deux variantes. Le piston normal qui va pousser un bloc et le piston collant qui va pousser un bloc, mais quand il va se rétracter, il va ramener le bloc avec lui. Et enfin, les blocs de commande. Alors ça sert à faire des commandes administrateurs, en tout cas administrateurs dans le monde, comme si on avait les cheats d'activer. Et donc ça permet de générer du texte, comme on peut voir là. Ça permet de faire spawner des monstres. Ça permet de téléporter un joueur ou une entité à certaines coordonnées. Ça permet de faire apparaître un titre, qui peut être pratique dans une map avec une histoire. Et également d'écrire des messages dans le chat du jeu. Alors, dans Minecraft, Minecraft, à la base, la première version, c'était fait en Java, et on peut faire des choses dans Minecraft en codant en Java. Comme c'est des Vox, on a choisi de ne pas faire de Java. Ouais. On peut aussi faire des bots dans plein de langages différents. Et du coup, là, les blocs qu'on a vus, à part le bloc commande qui est un peu spécial, tous les autres blocs, c'est des choses qu'on peut faire dans Minecraft de base, sans avoir à activer quelque chose. Donc, dès lundi, au boulot, quand vous revenez, vous pouvez faire du Minecraft et faire des choses. Donc, vous pouvez tout de suite appliquer ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et là, je change d'écran. Là, tu switches, ça marche. C'est formidable. Donc, je vais vous montrer juste vite fait en pratique ce que c'est. Donc, Minecraft, voilà, le bloc de redstone, par exemple, c'est magnifique. Hein, c'est un bloc de pierre avec de la redstone. Donc, les fils de redstone, ça se présente comme ça. Donc, quand il est tout seul et puis quand il est connecté à un autre fil de redstone, là, avec un levier, on voit bien que ça fait une impulsion. C'est joli. Voilà. Et donc là, on va prendre plusieurs blocs. Donc il y a le levier qui permet de donner une impulsion redstone. Là-bas, ici, ce sont des répéteurs qui en permettent de retarder le signal et aussi d'augmenter sa puissance. On va voir ça vite fait. Hop, et là, il y a un piston. Le piston a poussé le bloc ici et grâce au retardateur, j'ai pu remettre le bloc à l'endroit initial. C'est des pistons normaux, c'est pas des pistons collants. Et ça permet de faire le délai qui permet cette action. Ici, là, on peut vous montrer un petit piston collant. Bah, voilà, ça pousse et ça revient. C'est bien. Les hoppers, ça permet on peut mettre des ressources dedans. Et puis ça revient, ça permet de déplacer des items. C'est bien pratique. Ça permet de faire plus avancé, ça permet de faire aussi un système d'horloge dans le jeu. Et quand je vous parlais à la fin des commandes blocs, donc par exemple, celui-là, il va téléporter le joueur. Nous en avons aussi un qui va faire apparaître un zombie. Oui, c'est ça, il va mourir, malheureusement pour lui. Et enfin, nous avons un command block qui va permettre de faire apparaître du titre, qu'on peut colorer en n'importe quelle couleur, on peut changer, on peut mettre en italique, en gras. C'est très fonctionnel. Parce que le gras, c'est la vie. Ouais. Bien sûr. Et puis maintenant, on va vous présenter vite fait quelques niveaux. Donc, je vais vous présenter deux niveaux. Le niveau VPN parce que il marche bien. On l'aime bien, voilà, c'est notre petit niveau favori. Et également le niveau de phishing, car il est intéressant dans la manière dans laquelle on l'a codé. Après, comme on n'a pas répété, s'il reste du temps et que vous êtes très gentil, on pourra peut-être vous montrer autre chose, mais peut-être. Ne prêtez pas attention au compteur sur le côté, ça sert pour d'autres niveaux, mais pas ici. Ah oui, on ne l'a pas précisé, la map est en anglais. Voilà. On va peut-être faire une version française un jour, on verra.
Donc, quand on arrive dans un niveau, on a deux solutions. Donc, on peut commencer le niveau. Ici, il faut que je clique sur le bouton Without the VPN qui va nous montrer comment accéder à un site sans VPN. Et on a aussi ce qu'on appelle DocGPT. C'est une petite IA dans l'histoire qui va nous donner des informations sur ce qu'est un VPN et comment ça marche. Des informations plus techniques dans le but d'éduquer le joueur. Et donc là, on va essayer de pénétrer dans le site qui est symbolisé par l'autre porte de l'autre côté. Et nous faisons attaquer par des potentielles menaces. L'Internet, c'est dangereux quand même. Voilà. Et donc, malheureusement, on n'y arrive pas, on meurt. C'est dommage. Tes souhaits. Et maintenant que nous avons expérimenté sans VPN, nous allons pouvoir accéder au VPN. Donc ça a ouvert une porte secrète. Et maintenant que nous avons activé le VPN, nous pouvons accéder à un tunnel caché qui nous permet de rejoindre l'autre bout et d'accéder au site. Voilà, donc c'est un petit niveau qu'on a fait. Et puis maintenant, on va vous montrer que tu as fait, parce on a eu cette idée, mais c'est lui qui a tout fait quand même. Oui, la partie dans le jeu, c'est moi qui ai fait, en effet. Mais il a fait bien d'autres choses pour le bien-être. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On verra après. Donc le but, là, ça va être de discerner un vrai email d'un faux email. La partie intéressante dans ce niveau, c'est le fait qu'on a un temps limité pour déterminer si c'est un vrai mail ou un faux, tout simplement par un timer de 30 secondes. Donc là, pour les raisons de démonstration, que j'ai désactivé, mais on a 30 secondes, qui est à peu près le temps qu'on peut passer sur un email en temps normal. Donc, on arrive à peu près à lire. Voilà, et là, donc, le but de cet email, ça va être de déterminer si c'est un mail de phishing ou pas. Là, on va... Là, à votre avis, phishing ou pas phishing qui pense que c'est un mail de phishing? Une bonne partie, c'est super. Ouais, c'est bien. Et qui veut cliquer sur le document qui est attaché? Ah, il y en a un. Bravo. Donc, on va dire que c'est un mail de phishing. Et en effet, hop, on n'est pas tombé dans la lave. C'était un mail de phishing, en effet. Bien joué. Hop. Et donc là, c'est un autre mail. Donc là, qui pense que c'est un mail de phishing à première vue, comme ça? Avec Your Name à remplacer par votre nom. Oui, bien sûr, Your Name. Parce que Google, normalement, ils font les choses presque correctement. Et puis, si vous n'avez pas un Mac aussi... Qui pense que c'est un mail de phishing? Qui pense que ce n'en est pas un? Ok. Ouais, la majorité. Vous avez raison. Bon, là, pour la démonstration, je vais dire que c'est un mail de phishing. Donc, malheureusement, ce n'est pas un mail de phishing, c'était un vrai mail. Donc, on meurt. Et on arrive dans une salle qui nous explique, qui nous donne des indices pour pouvoir essayer de déceler au futur des mails, d'autres mails, si c'est des mails de phishing ou pas. Et donc après on revient au web. Donc maintenant que je vous ai montré le niveau, je vais vous montrer la partie un peu immergée. Donc comment est-ce que nous avons fait ce niveau? Donc là ici, ce que vous voyez, il y a un système, c'est simplement, en fait, il y a un piston qui va venir se rétracter au bout de 30 secondes ou quand on clique sur le bouton. Ça va enclencher un système qui va faire tomber tout le sol, car les blocs sont soumis à la gravité, les blocs dans la salle sont soumis à la gravité, et quand on a cassé le bloc en dessous, toute la salle va tomber, et soit on tombe dans la lave, soit on tombe dans le... Donc on voit bien tous les répéteurs pour faire. On voit des répéteurs. Il y a des répéteurs, il y a des pistons qui nous servent en fait à transformer un signal court, qui est une impulsion, en un signal plus long, qu'on peut voir ici. Hop là. Donc là, le système de 2 pistons avec un observeur, je ne vous ai pas présenté ce que c'était, mais ça permet de transformer l'impulsion standard en un signal long et qui reste dans le temps. On switch. Alors sur les emails,
Sur les emails, alors pour générer les emails, parce qu'on ne peut pas mettre d'image dans le jeu, dans le jeu, on ne peut pas rajouter d'images, on a fait ce qu'on appelle des cartes, donc c'est des cartes qui permettent de cartographier un monde Minecraft. Et en fait, on a utilisé un site qui nous permet de transformer une image en structure dans Minecraft. Et après, nous avons juste eu à cartographier cette structure. C'est immense dans le monde, c'est vraiment immense. Et on a cartographié Tout l'email, ouais. toutes les structures afin d'avoir des mails de phishing, des mails ou des mails de phishing de tailles différentes qui nous permettent d'avoir un bel affichage et qu'on arrive à lire, parce que ça, c'était une des plus grosses difficultés également, c'est qu'on arrive à lire ce qu'il y a marqué dessus, ce qui peut être utile. Ouais. Donc pour créer ce monde, nous avons utilisé quelques modes Minecraft, même si la map peut être jouée sans rien avec en jeu vanilla. Nous avons utilisé quelques extensions pour faire la map, notamment Forge, qui permet d'utiliser des mods dans Minecraft, ce qui est très utilisé avec un autre mod loader qui s'appelle Fabric. Nous avons utilisé également WordEdit, qui nous permet de construire des bâtiments très facilement, de dupliquer des éléments. C'est de faire des patterns également au mur. Et pour créer le trailer, un mode que si vous ne connaissez pas, je vous recommande, c'est Replay Mode, qui permet vraiment de faire des cinématiques qui sont très poussées sur Minecraft. Ouais, pardon. Il faut appuyer plusieurs fois. Il faut appuyer plusieurs fois. Alors, ce monde, pour le rendre accessible au plus grand monde, nous l'avons fait à la fois sur Java et à la fois sur Bedrock. Il y avait des surprises. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait en Java parce que c'est ce qui nous propose la plus de possibilités pour créer le monde. Et après, nous avons adapté tout le monde Java, nous avons réussi à l'importer sur Bedrock. Mais nous avons dû modifier certaines commandes qui n'existent pas sur Bedrock parce que les commandes ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour écrire un message, là où en Java, on peut modifier la couleur, on peut mettre le texte en italique ou en gras, malheureusement, sur Bedrock, on peut juste écrire un message dans le chat. C'est un peu moins beau, mais il n'y a pas d'autres options. Pareil pour la téléportation. Ce qui est utile, c'est que sur Java, on peut forcer le joueur à regarder dans une direction, là où dans Bedrock, nous pouvons juste le téléporter. Et aussi pour donner un objet, Java va permettre de faire des choses beaucoup plus poussées et nous donne plus de choix entre les deux commandes parce qu'on peut modifier beaucoup le nom de l'objet. Là où dans Bedrock, ça a été difficile de trouver la commande. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour trouver cette commande. Normalement, j'aurais beaucoup de chat GPT, non? Beaucoup de chat GPT également aussi, je dois l'avouer. Pour pouvoir faire apparaître un papier qui donne un diplôme ou quelque chose comme ça, des objets comme ça. Comment on a fait aussi pour... parce donc nos bureaux, ils sont à Genève. On habite tous les deux pas loin, mais on est un peu en hybride. Donc on avait un serveur qu'on a déployé avec Kubernetes sur le nuage suisse. Parce qu'on fait plusieurs nuages, nous, au boulot. On a du Google et du Exoscale. Donc nous, on a déployé ça sur Exoscale. Donc Kubernetes, parce que c'est rigolo, parce qu'on aime souffrir surtout, et avec Helm pour déployer tout ça. C'est la partie pour les gens qui font pour les YAML engineers de la salle. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a fait du coup une image Docker. Enfin, il y a plein d'images Docker pour Minecraft, mais aussi comment j'ai dit ça en français? Je l'ai pas traduit. Chart Helm. Et donc on a installé ça avec des choses spéciales. Donc la version, ça c'était important parce que les différentes versions peuvent casser des choses. On a vu ça parce qu'on avait démarré, il me semble, en 1.19 et il y a eu la 1.20 qui est sortie. Donc il y a des choses qui ont dû être un peu modifiées. On peut mettre un petit message, on dit le type de Minecraft qu'on veut. Donc nous, pour développer, on avait besoin de Forge et puis de certains mods qu'on a pu appliquer. On s'est aussi mis dans la hello list, c'est marqué whitelist, mais moi je préfère hello list quand même, c'est un peu plus mieux. Et on s'est mis en ops parce qu'on a tous les droits pour pouvoir créer tous les blocs, avoir accès aux commandes blocs qui est pas là de base. Et aussi la persistance pour pouvoir stocker les fichiers quand il y a des trucs bizarres qui se passent. Et donc ça nous permettait de déployer le truc et puis d'y avoir accès facilement.
Donc voilà. On récupère les fichiers avec le bon vieux cube. Alors, il y a plein de gens qui mettent K pour faire kubectl. Mais moi, K, c'était Kakoun, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Essayez Kakoun, c'est très sympa. Donc j'ai appelé QQ, je trouvais ça très mignon pour faire kubectl. Et donc on a aussi essayé de faire du serveur à la demande. Et c'est ça on n'est pas allé au bout, et c'était un peu dommage, mais c'était quand même une chouette expérience. Donc on utilisait aussi le même chart Helm, avec des configurations un peu différentes. Donc là, on mettait le game mode survival, c'est ce que vous voyez au milieu du gros bloc, parce que le joueur a de la vie dans le jeu, il peut mourir. On était toujours ops, nous, parce qu'on avait envie d'avoir tous les droits, et on déployait ça. Et l'idée du serveur à la demande, c'est on avait un programme en Go qui servait d'API, qui lançait cette commande-là, Helm, qui nous récupérait l'IP une fois que tout était déployé. Et ensuite, avec cette IP, on pouvait se connecter au serveur et jouer. Et pour ça, c'est tout petit, mais c'est pas grave. Une idée rigolote, c'est on n'est pas allé au bout parce qu'on avait peur que ça nous coûte un peu cher en ressources sur le cloud de déployer plein de serveurs Minecraft si tout le monde avait envie de se mettre à jouer. Mais on a quand même essayé avant d'abandonner, et on a utilisé des cron jobs. Donc quand on démarrait un serveur Minecraft, on avait je sais plus, 30 minutes ou 1 heure pour jouer. Alors là, le schedule n'est pas bon parce qu'il était calculé dynamiquement, mais ça donne une idée. Et donc au bout d'un certain temps, le cron job, il lançait la commande Helm pour désinstaller le serveur Minecraft, et il se tuait. Comme ça, le cron job, il s'exécutait qu'une seule fois. Donc ça, c'était bien rigolo, mais on est malheureusement pas allé au bout parce qu'on était un peu frileux, quoi. Ensuite, pour la rigolade, on a fait un site web. Il y a des gens qui ont vu ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont retenu le nom du site? Miners.cyberpeace-institute. Vous n'avez pas retenu. Je le réaffiche à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Et on a regardé il n'y a pas longtemps, avant de préparer cette conférence, à titre informatif. Ça s'est sorti septembre-octobre l'année dernière. Et donc on a regardé un peu sur le site les stats, et on a eu 5000 visites, et dans Google Analytics, on traque les téléchargements de fichiers. On a eu 1000 téléchargements, donc c'est quand même super encourageant pour ce qu'on a fait. Donc pour le site, pour la rigolade, on a utilisé Astro, parce que moi j'aime bien. À regarder. Je crois qu'il y a eu un talk aujourd'hui sur Astro. Donc c'est un framework, je pense qu'il faut regarder. Et on a déployé ça sur Vercel parce que j'aime bien aussi, c'est pratique. Et voilà. Donc encore une image IA pour tordre un peu les images de Devox pour la rigolade en mode Minecraft. Et vous pouvez nous aider. Donc, je vous l'ai dit au début, nous on est une ONG, donc on fonctionne avec des dons. On fonctionne aussi avec, par exemple, le réseau Cyberpeace Builders. Alors, c'est écrit tout petit sur nos t-shirts, là. Ouais. Cyberpeace Builders. On a nommé ça Cyberpeace Miners pour faire un petit peu pour la blague. Mais les builders, donc c'est les experts du monde privé. Pour ça, on a besoin d'entreprises qui viennent nous sponsoriser et mettre à disposition du temps. Alors, c'est quelques jours, hein, c'est pas forcément beaucoup, mais du temps de leurs employés ou d'un certain nombre d'employés. Il y a différents packages pour aider les autres organisations qui ont besoin de s'améliorer en cybersécurité, quoi. Voilà, donc le site pour les miners, c'est miners.cyberpeaceinstitute.org. On a un vrai site, juste cyberpeaceinstitute.org, c'est quand même long. Et puis pour tout ce qui est Cyberpeace Builders, je ne l'ai pas noté parce que j'ai oublié, mais c'est cpb.ngo. Cette fois c'est court, et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on a 5 minutes. Merci. Merci. Et si vous n'avez pas de questions, on vous remercie une nouvelle fois et on vous souhaite un bon Devox. Merci.